Bonjour à tous et merci d'être là, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la thématique des émotions, mais chez l'enfant. Donc cette thématique sera là pour 2 vidéos car c'est un sujet assez conséquent et j'aimerais pour ça qu'on commence par quelque chose de plutôt théorique et assez technique, dirons-nous. Il s'agit de la découpe du cerveau afin de pouvoir comprendre le fonctionnement des individus et de l'enfant, en l'occurrence aujourd'hui. Alors, vous pouvez voir sur cette partie de l'écran la découpe de ces 3 parties du cerveau. Donc, le plus ancien au niveau de l'histoire de l'humanité, c'est donc le cerveau reptilien, c'est celui qui gère les réflexes de survie. Nous avons ensuite, qui est arrivé des millions d'années plus tard, le système limbique, que l'on a d'ailleurs de commun avec les mammifères, qui lui s'occupe de gérer les émotions. Et enfin, le dernier qui est, comme son nom l'indique, donc le néocortex ou cortex et à l'avant le cortex préfrontal. Donc maintenant, il y a très peu de temps, un neuropsychiatre américain qui s'appelle Daniel Siegel a fait une découverte et surtout a mis en image cette métaphore qu'on peut regarder avec la main, pour illustrer justement ce qui se passe au niveau du cerveau, et particulièrement, vous le verrez, chez l'enfant. Alors, cette main, ici, le poignet là, représente donc la colonne vertébrale, ici le tronc cérébral avec donc le système limbique qui gère les émotions. Nous avons donc ici le néocortex, le cortex préfrontal qui se situe là au niveau des ongles, qui lui est plus pour tout ce qui est la conscience, l'organisation, prise de décision, apprentissage, langage et également la sensorialité, donc avoir la conscience de son corps, des sensations. Alors, lorsque tout va bien, chez un cerveau adulte, nous sommes comme ça. Donc ça, c'est le cerveau adulte. Voilà. Lorsque une personne est en prise avec ses émotions, sa connexion entre le cortex préfrontal et le système limbique va s'ouvrir comme ça, il va y avoir une déconnexion. Ce qui va faire que pendant ces quelques secondes-là, mais comme on l'a vu précédemment, c'est assez court, il sera privé de toute logique, de toute réflexion, de toute organisation, de toute conscience, de toute empathie également. Mais hop, il peut revenir très rapidement au calme, à la normale, grâce à ces neurones. Par contre, chez l'enfant, ce qu'il se passe, c'est que le développement de ces connexions neuronales n'est pas encore totalement fonctionnel. Et donc, chez l'enfant, le cortex préfrontal, ça se passe comme ça, mais quasiment en permanence. Chez l'adolescent, lui, c'est comme ça, et c'est seulement à l'âge de 25 ans que c'est comme ça. Alors maintenant, on peut comprendre beaucoup plus de choses et réaliser qu'il y a beaucoup de choses obsolètes que nous avons mises en place concernant l'éducation et la relation avec les enfants. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un enfant, il ne va pas pouvoir être capable de prendre en charge la densité que représente la gestion des émotions. Pour ce faire, il va avoir besoin de l'aide et du soutien d'adultes, donc de ses parents, d'enseignants, de personnes qui sont les personnes répondantes à ce moment-là. Donc l'enfant également, lui, n'a pas la capacité, par exemple, de comprendre des discours donc élaborés. Il va pouvoir
comprendre lorsqu'on en parle juste avec, par exemple, si on lui demande de ranger son cartable et puis qu'on lui explique la raison pour laquelle, etc., il ne va pas comprendre vraiment. Si en revanche vous lui dites le mot cartable, eh bien là, il va se passer quelque chose. Pourquoi ? Parce que il va pouvoir par lui-même, grâce à son libre arbitre, faire le cheminement dans son cerveau pour arriver à la compréhension du pourquoi il doit ranger son cartable. Et la raison est toute simple, c'est qu'à chaque fois qu'on empêche l'enfant d'être dans son libre arbitre et donc d'être dans sa compréhension propre, avec donc son cortex préfrontal lorsqu'il est quand même un petit peu en place, eh bien, il se déconnecte automatiquement, il ne comprend plus la raison de cause à effet. Et je pense que vous l'avez remarqué chez certains adultes qui ont toujours des blessures très très présentes, eh bien, ils sont dans cet état-là beaucoup plus longtemps qu'ils ne le devraient en temps normal, puisque en tant qu'adultes, leurs fonctions neuronales sont a priori terminées. Donc ça, je trouve que ça met le doigt là sur quelque chose qui mérite vraiment d'être pensé plus en détail pour ce qui est des adultes. Mais pour revenir à l'enfant, qui a en commun également ce concept, c'est qu'il y a les neurones miroirs. Qu'est-ce que c'est que les neurones miroirs ? C'est tout simplement lorsque quelqu'un fait une action gestuelle ou par exemple le fait de bâiller, eh bien son interlocuteur va bâiller à son tour. Ou alors, un autre exemple qui est un petit peu moins sympathique, lorsque quelqu'un est énervé et qui rencontre une autre personne qui a priori ne l'était pas, tout à coup, l'autre, par réaction de miroir, à cause ou grâce à ces fameuses neurones miroirs, va également enclencher cette même émotion. Donc je vous laisse imaginer ce qui se passe, et vous le savez pertinemment puisque ça arrive à tout le monde. Lorsque vous rentrez de votre journée de travail tendu, épuisé et que quelque chose vous énerve en poussant la porte, eh bien évidemment ça va immédiatement enclencher la réaction identique chez la personne ou les personnes qui se trouvent derrière cette porte. Donc maintenant, ce qu'il y a de fantastique, c'est que si ce qui a enclenché ces émotions sont des hormones qui, en l'occurrence, dans le cas de la colère, sont le cortisol et l'adrénaline, ce qu'il y a de fantastique, c'est qu'il y a une autre hormone qui, elle, va pouvoir entrer en jeu et apaiser tout ça, mais seulement au bout de 7 secondes. Et cette hormone, c'est l'ocytocine. Donc cette fameuse hormone de la relation, cette hormone de la détente, et qui va permettre que tout se pose, tout s'apaise. Et à ce propos, je tiens à remercier Isabelle Filiosa, qui est une maître à penser pour moi également, et qui excelle dans le domaine éducatif. Voilà, si vous ne la connaissez pas encore. Donc pour ces exemples, pour ces relations entre les neurosciences et la psychologie. Et donc maintenant, on peut bien comprendre qu'on a plusieurs manières d'agir, on a le choix de son comportement si on arrive à prendre un peu de recul et un peu de distance sur la situation. Et il suffit tout simplement pour cela de regarder son enfant en se remémorant des moments plus tendres ou plus calmes et de le prendre dans ses bras ou alors de lui poser un regard tendre. Et à ce moment-là, vous verrez s'apaiser automatiquement et votre colère et la sienne, puisque encore une fois, avec ces neurones miroirs, il a répondu à l'appareil. Voilà, ça c'est des petits outils comme il y en a d'autres, et on va s'arrêter là pour l'instant.
Et dans la prochaine vidéo, nous verrons plutôt les conséquences, donc la partie moins drôle de la non-connaissance de tout ce que je viens de vous expliquer jusqu'à présent, et donc des répercussions, et d'où l'importance vraiment de comprendre ces nouveaux outils. Je vous remercie de m'avoir suivi et je me réjouis de vous retrouver très très vite. Je vous dis à bientôt.